Vendredi 15 juillet 2022, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal en version française de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons de la visite du président de la République et du district de Mandoutou. Suite au colloque national sur le foncier au mois de juin dernier, l'octroi des terrains aux paysans par l'État s'accélère. Plus de 163 000 cartes foncières ont été distribuées aujourd'hui dans le district de Mandoutou, région Vakna Karach. Le président de la République, Ange Raduel, est venu distribuer ses cartes foncières à la population de Vakna Karach dans le cadre de la distribution massive de cartes foncières avec le projet CASEF sous la direction du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Reportage de Jutikel Ranjenirin, Nafiti Merkoufen et Andora Zanjaibé. C'est avec joie que la population de Vakna Karach et celle de Mandoutou ont accueilli le président de la République, Ange Raduel, aujourd'hui. C'est une première pour certains qu'un président de la République vient visiter cette localité, surtout qu'il est venu distribuer des terres pour les paysans à travers l'octroi des cartes foncières. La plupart de la population sont des paysans qui ont mis en valeur ces terrains depuis des dizaines d'années. Certains ont même dépensé beaucoup pour préparer les documents fonciers auparavant. Mais actuellement, les solutions sont à leur portée. La politique de développement se focalise sur les paysans comme Méline. 80% de la population malgache étant des paysans, on leur octroie des terrains pour produire afin de mettre en place l'autosuffisance alimentaire, comme l'a décidé durant le colloque foncier au mois de janvier dernier, a souligné le président Malagasy. 163 713 cartes foncières dans 33 communes à travers le district de Mandoutou de la région Vakna Karach ont été distribuées par le président de la République à Mandoutou aujourd'hui. Des documents qui garantissent leurs droits et l'indépendance foncière pour la population au même titre que les titres fonciers. Les paysans les ont reçus avec joie aujourd'hui. L'octroi des terrains est une garantie également pour éviter les litiges fonciers qui créent souvent des différends au sein de la société, selon le maire. La Banque mondiale travaille étroitement avec l'État dans la distribution de ces cartes foncières à travers le projet CASEF. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier de tout cœur au nom de l'institution que je représente. Parce qu'une institution comme la nôtre cherche à réduire la pauvreté. Et ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est vraiment un pas très très louable. Si je pouvais m'exprimer en malgache, je l'aurais dit. Mais tout ce que je peux vous demander, chère audience, c'est d'applaudir votre gouvernement. Nous sommes pas... Les mères de famille sont incités à faire des demandes de ces cartes foncières, demande que l'État suivra de près selon les explications. Des matériels d'agriculture, de l'engrais et des semences ont été également remis à la population de Mandoutou aujourd'hui. Par ailleurs, 9 500 familles ont aussi reçu des Vatsnankunan. Et justement, le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier invite la population malagasy à procéder à la demande de propriété foncière à travers le certificat foncier. Désormais, une mise en valeur d'un terrain pendant 5 ans permet d'en obtenir un certificat foncier suite à l'adoption de lois sur les propriétés privées non titrées au niveau des deux assemblées. Si auparavant, il aurait fallu 15 ans. La délivrance de certificats fonciers va donc être accélérée. Des certificats fonciers dotés de code QR afin d'éradiquer toute forme de fraude et de corruption. Fiti Merkoufen nous en dit plus. Plus de 200 000 certificats fonciers ont été délivrés au niveau de 3 régions de Madagascar au cours de ces 3 derniers mois. La certification massive va désormais être accélérée, a déclaré le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier ce jour, durant la certification massive de ce jour à Mandoutou, faisant suite à l'adoption de la loi sur les propriétés privées non titrées au niveau des deux parlements. Ce dernier invite donc la population malagasy à procéder à la demande de propriété foncière à travers la certification dans le cadre de la facilitation à l'accès à la terre à la population malagasy. Comme l'énonce l'article 34 de la Constitution malagasy, conformément au vélin du président de la République. L'adoption de cette loi autorise la demande de certification après une mise en valeur de 5 ans si auparavant 15 années étaient requises. La demande et la certification se font au niveau du bureau local foncier au BIF. Ce dernier, avec la commune, procède ensemble au contrôle de la mise en valeur. Les procédures ont été simplifiées et se font dans le respect de la transparence. Un tiers des communes malagasy disposent de BIF. Un BIF va donc être mis en place au niveau de chaque commune.
Toujours dans le cadre de la réforme foncière, dans la lutte contre la corruption, les certificats fonciers sont désormais dotés de codes QR. Plus de 2 millions de familles bénéficieront de certification d'ici la fin de l'année 2023. Tel est l'objectif fixé par l'État actuel. Restons toujours dans le district de Mandout, ou pour le développement du district de Mandout, où plusieurs infrastructures ont été inaugurées aujourd'hui. Des infrastructures qui n'ont jamais été construites dans ce district jusqu'à ce jour, mais dont la population a besoin, comme les CSB, les marchés, mais aussi le bureau de la direction régionale du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme. Les détails avec Judikal Ranjanirine sur les images de Andoura Zajaibé. Une administration publique de proximité, soucieuse du social de la population, tel est l'objectif de l'État actuel et qui est maintes fois répété par le président de la République dans ses discours durant sa visite dans les districts et des régions. Cela est réalisé à présent dans le district de Mandout à travers des infrastructures qui ont été construites, notamment le bureau régional de la direction régionale du ministère de la Population, de la Protection sociale et la promotion de la femme qui a été inauguré aujourd'hui. Parmi les bénéficiaires à travers la mise en place de ce bureau figurent les femmes qui doivent être appuyées à travers leurs travaux de développement. Parmi les infrastructures qui changeront également le quotidien de la population de Mandout, ce marché Manara Pinch, qui est le premier construit à travers toute la région de Vaknakarach et qui peut accueillir 200 marchands. Un marché propre, spacieux, où tous les produits de la région seront vendus. La construction de CSB2 est aussi parmi les grandes réalisations dans le district de Mandout. Un CSB2 doté de matériel et de médicaments. L'on sait aussi que nombreuses sont les personnes qui ont été atteintes de la tuberculose dans le district en 3 ans, donc le CSB2 est aussi doté de salles de dépistage et de prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. L'État poursuit l'amélioration des services de santé pour la population, souligne Anjradzueln. Outre ces infrastructures qui ont été achevées, le district a bénéficié d'une APP Manara Pinch, mais aussi d'un stade. Dans un tout autre sujet à présent, toujours page sociale, la réunion de coordination avec les partenaires du secteur eau, assainissement et hygiène organisée pendant 2 jours par le ministère de l'eau s'est achevée aujourd'hui. À titre de rappel, il s'agit d'une réunion permettant de revoir les réalisations depuis 2019 jusqu'à ce jour dans ce secteur et de coordonner les stratégies à mettre en place d'ici 2023. Selon les explications, une coordination est nécessaire entre le ministère de l'eau et les partenaires pour mener à bien le développement de ce secteur, l'un des piliers du développement du pays. Explication. La question de l'eau, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé au sud, devient un élément central. La question de l'assainissement et de l'hygiène également sont des aspects très importants qu'il faudra prendre en compte dans nos programmations. Et pour que nous puissions avoir le maximum d'impact, la question de la coordination devient importante. La question de l'accès à l'information quant à qui fait quoi, où et comment devient également important comme un outil de décision. C'est pour ça que je voudrais féliciter le ministère pour avoir entrepris cet exercice, parce que pour programmer, il serait très important que les informations que nous recueillons maintenant puissent nous aider à pouvoir contribuer chacun en fonction de son expertise, en fonction des ressources disponibles pour accompagner ce secteur qui est aussi important pour le développement de Madagascar. Parlant santé à présent, ce sont les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la vaccination qui sont parmi les raisons de la réticence de la population à se faire vacciner selon le ministre de la Santé publique aujourd'hui. Une mesure a été prise par les organisations internationales afin de mettre en place un comité qui regroupe les experts pour traiter la vaccination selon les besoins des pays. Ce comité particulier a été mis en place à Madagascar hier. Radroman Zatouf nous en dit plus. À cause des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les vaccins contre la Covid-19, la population est réticente à se faire vacciner selon les explications. Et cela a même eu des répercussions sur les autres vaccins et a réduit le nombre des personnes qui se font vacciner. Ces rumeurs sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément vraies, notamment la vaccination selon le ministre de la Santé publique. Seules les informations officielles doivent être écoutées. Les organisations internationales ont mis en place de nouvelles mesures à travers la création de comités spéciaux regroupant les experts qui se chargeront de traiter le sujet de la vaccination selon les besoins d'un pays. Ce nouveau comité a été mis en place également
à Madagascar sous la dénomination de GTCV. La mise en place de ce comité, c'est un comité qui va se baser sur les bases factuelles et donner des recommandations de façon régulière au ministère de la Santé pour contextualiser, s'adapter au plan global. Il y a un plan global qui a été adopté par tous les ministres dans l'Assemblée mondiale. Maintenant, chaque pays doit adapter ça par rapport à son contexte. Et Madagascar vient de le faire, il vient de mettre en place un comité et ce comité va donner les recommandations au ministère de la Santé pour la mise en œuvre de ce plan. Parmi les défis que doit relever ce comité figure la recherche des raisons pour lesquelles les gens sont réticents à se faire vacciner, mais aussi de mettre en place des stratégies ou une politique de vaccination dans un pays. Donc pour moi, nous saluons la mise en place de ce comité qui va être très utile et qui va être vraiment utile pour aussi bien les partenaires techniques et financiers, mais aussi pour le gouvernement malagasy et pour la population, parce que la vaccination, c'est la force. Moi, je dis toujours qu'un enfant vacciné, c'est une augmentation du PIB, du produit intérieur brut. Parce que vous avez déjà en bonne santé, ça permet au développement du pays. Des experts comme des professeurs, des médecins, des acteurs dans la vaccination, les experts sur l'épidémie, mais aussi des représentants de divers ministères sont regroupés au sein de ce comité. Des personnes handicapées âgées de 2 à 63 ans sont actuellement prises en charge par l'association Les Orchidées Blanches dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire. Cette association a organisé une exposition aujourd'hui à Ndjoubé. Les détails dans ce reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Au cours des 50 dernières années, les services fournis par les Orchidées Blanches et ses partenaires aux personnes handicapées se sont multipliés afin que ces dernières puissent pleinement jouir de leurs droits. Alors qu'au début, uniquement les enfants âgés de 6 à 16 ans y étaient admis, l'association accueille actuellement des enfants de 2 ans jusqu'à de grandes personnes ayant 63 ans. Certains travaillent déjà dans des grandes entreprises. Ici, les adolescents sont formés pour la fabrication de craies si les adultes travaillent dans un atelier. Outre ses partenaires, l'ONG Les Orchidées Blanches travaille également en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et le ministère de la Population. Quant aux frais de scolarité, un enfant paie normalement 200 000 arrières par mois. Néanmoins, certains parents qui n'en ont pas les moyens ne paient au maximum que 50 000 arrières par mois. C'est l'ONG qui comble le manque. Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des Orchidées Blanches, sous le haut parrainage de l'épouse du président de la République, Mial Rajoelina, une exposition s'est tenue aujourd'hui à Ndjoubé. Après l'événement, il y aura une cérémonie afin de marquer la reconnaissance envers les partenaires et un déjeuner avec les parents des enfants. Dans les actualités de ce jour également, l'augmentation du frais de transport à plus de 600 arrières de certaines coopératives de la capitale ne sont pas conformes à la loi, selon le vice-président de l'UCTU aujourd'hui. L'augmentation à 600 arrières est une décision de l'État et devrait être appliquée selon les explications de leur côté. Les passagers affirment que le tarif de transport de 600 arrières est une décision générale et doit être respectée par tous. Reportage de Fandjessène Mireille sur les images d'Yves Janel. Les avis des conducteurs de bus de la capitale divergent face à la hausse du prix. Une augmentation de 100 arrières, soit 600 arrières, le frais de transport légal accepté de tous durant la réunion entre l'État et les représentants de tous les transporteurs. Ainsi, selon les passagers, tous les transporteurs devraient respecter cette décision. Certaines coopératives pensent pourtant augmenter leurs tarifs de transport à 800 arrières à partir de ce samedi. Cela n'a pas été décidé durant la réunion avec l'État, donc un non-respect de la loi, selon le vice-président de l'UCTU aujourd'hui. De plus, c'est une décision qui nuit aux passagers, donc le changement de tarif à plus de 600 arrières est inacceptable, selon toujours les explications. Certains membres au sein du FMA ou Association des transporteurs de la capitale ne respectent déjà plus les cahiers des charges aujourd'hui. Même en outre, ils veulent aussi augmenter leurs tarifs à 800 arrières. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les coopératives de la capitale qui augmentent leurs tarifs à 800 arrières, mais seulement quelques membres de l'association FMA. Toujours un reportage de Fandjessène Mireille, Yves Janel avec Raman Azatouf.
Hier, durant une réunion entre les membres du FMA, certains transporteurs regroupés au sein de l'association ont décidé d'augmenter leurs tarifs à 800 ariars. Ces derniers déclarent vouloir améliorer la qualité de leur service. Or, ce n'est pas le cas pour certains conducteurs. Ainsi, ce bus d'Itos qui ne respecte pas le circuit imposé par le cahier des charges fait demi-tour à mi-chemin alors qu'il fait payer 800 ariars à ses passagers. Un tarif dont nombreux passagers se sont plaints aujourd'hui car il ne correspond pas au service qu'offrent les bus de la capitale. Ainsi, ces derniers demandent aux membres du FMA de maintenir le frais des bus à 600 ariars comme sur toutes les autres lignes de la capitale. En effet, la plupart des lignes ont respecté les frais de transport de 600 ariars. Dans l'actualité culturelle de ce jour, le groupe Mahaleo a été consacré docteur honoris causa. Il s'agit de diplôme-grade universitaire conféré à titre honorifique et sans examen à de hautes personnalités en dehors de l'université. Le groupe a éduqué et a bercé plusieurs générations à travers leurs chansons, une raison pour laquelle il a reçu ce diplôme. Reportage de Sylvain Secha Angenab et Barnienne Denilson. Le groupe Mahaleo est professeur à l'université d'Antananarivo à partir de maintenant. Il est docteur honoris causa et a reçu le diplôme y afférent. Il s'agit d'un diplôme de grade universitaire conféré à titre honorifique et sans examen à de hautes personnalités. En effet, le groupe a porté haut le flambeau de la musique malagasy et a fait l'identité du pays. Le groupe Mahaleo est né il y a 50 ans à Akatsu et jusqu'à maintenant, il véhicule des connaissances, éduque la société malgache, mais est aussi un témoin de l'histoire de Madagascar. Aujourd'hui, le groupe Mahaleo est professeur à l'université d'Akatsu. C'est une responsabilité pour le groupe de poursuivre et de véhiculer des connaissances pour les générations futures à travers les paroles de ses chansons. Le groupe a 50 ans, son art et sa musique voyageront à travers les générations. Le groupe Mahaleo est le premier groupe à être nommé docteur honoris causa à Madagascar. Et pour terminer, les actualités locales, le premier prême de la Voix d'Or pour cette 6e édition organisée par Viva se tiendra demain. Un spectacle exceptionnel a été préparé avec les 20 candidats pour ce premier prême à l'Arena Ivanch. Les candidats ont effectué une répétition aujourd'hui. Reportage de Radhir Mananzatouv et Kevin Ravonersan. Le studio Arena Ivanch est en pleine préparation des prestations des candidats pour la première prime de la Voix d'Or 2022. 20 candidats sont en lice pour ce concours de chant organisé par Viva. Ils sont déjà fin prêts pour demain, notamment les techniciens, les musiciens, les animateurs de l'événement, mais surtout les candidats. On n'attend plus que le show exceptionnel de demain. Rappelons que vous pouvez suivre sur la chaîne Viva la première prime de cette 6e édition de la Voix d'Or après le JT en version française demain. Dans les actualités internationales, le Parlement a accepté aujourd'hui la démission du président sri-lankais et élira son successeur le 20 juillet. Les manifestants qui ont célébré la nouvelle à Colombo réclament désormais le départ du Premier ministre. Reportage. De la musique et de la danse, ces manifestants ont enfin atteint leur objectif, le départ du président Rajapakse à Colombo. L'heure est à la célébration. Tout le pays est en fête ce soir. Nous ne pensions jamais nous débarrasser des Rajapakse, cette famille corrompue. Ils nous ont frappés, ils nous ont lancé du gaz lacrymogène et ils nous ont tiré dessus. Après avoir quitté le Sri Lanka, le président Rajapakse a rejoint Singapour. C'est de la cité-État qu'il a annoncé sa démission en envoyant un mail au président du Parlement. Son Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, gouverne à présent par intérim, un proche du président que les manifestants veulent aussi voir partir. Dans le fond, rien ne change. Le président est parti et c'est une victoire. Mais le Premier ministre est toujours là. Et à nos yeux, il n'est pas meilleur. À l'heure où nous parlons, nous attendons toujours que Wickremesinghe rentre chez lui. Nous ne le laisserons pas rester au pouvoir pendant une semaine, nous le promettons. Le Parlement doit encore authentifier la lettre de démission de Gotabaya Rajapakse avant de lui désigner un successeur.
Le secrétaire général de l'ONU s'est dit atterré et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles atrocités hier après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine qui a fait au moins 23 morts, un acte ouvertement terroriste pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur place, les autorités s'activent pour nettoyer les gravats et récolter les indices pour commencer l'enquête. France 24. Ces visages exténués en disent long. Depuis que cette place, au cœur de la ville de Vinnytsia, a été frappée dans la matinée de jeudi, les travaux n'ont pas cessé. Les corps des nombreuses victimes ont été évacués. Il faut maintenant débarrasser la cinquantaine de carcasses de voitures qui étaient garées dans un parking qui n'existe plus. Il faut nettoyer les gravats. Il faut aussi récolter des indices et commencer l'enquête. Nous sommes juste à côté de l'un des points d'impact. D'après nos premières observations, il s'agit d'un missile de la catégorie Calibre. Les missiles de croisière Calibre, lancés depuis des navires ou des sous-marins en mer Noire, sont souvent utilisés par la Russie pour bombarder l'Ukraine. Les procureurs sont comme presque tout le monde à Vinnytsia, visiblement secoués. C'est une place où il y a toujours du monde, toujours beaucoup de monde. Peut-être qu'il y avait des soldats qui faisaient leurs propres affaires, mais l'écrasante majorité des victimes sont des civils. Des victimes dont Alexandre a failli faire partie. Je me suis garé pour aller à un distributeur. J'ai déposé de l'argent, tout allait bien. Je suis retourné à ma voiture. 10 secondes plus tard, je serais mort. Parce qu'à peine je suis entré dans la voiture, le missile a frappé. Donc pendant ces 10 secondes, ma voiture m'a sauvé la vie. Regardez ici, un bout de shrapnel. Ma sœur m'a montré les commentaires des Russes en ligne. Ils disent oui, on le mérite à cause du Donbass. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, sérieusement? Je parle le russe, je vis à Vinnytsia, personne n'a de problème avec ça. Vous n'êtes que des brutes. Le quartier est quadrillé, c'est la première fois depuis le début de l'invasion russe qu'une ville ukrainienne située aussi loin des lignes de front est frappée de cette manière, en son centre. Une manière pour l'armée russe de rappeler à toute la population ukrainienne que personne n'est à l'abri. En visite dans les territoires palestiniens, aujourd'hui, le président américain Joe Biden a réaffirmé son soutien à la solution à 2 États. Il a promis de continuer les efforts pour rapprocher les 2 parties, reconnaissant néanmoins qu'à l'heure actuelle, le terrain n'est pas mûr pour reprendre les pourparlers israélo-palestiniens. France 24, toujours. Mahmoud Abbas qui rappelle sa volonté d'arriver à une solution à 2 États dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est ensuite qu'il dit qu'il tend la main aux Israéliens pour arriver à cette paix. Et de son côté, lui aussi, effectivement, le président américain a rappelé son soutien à cette solution à 2 États. Alors, le président américain ne parle pas, par exemple, de Jérusalem-Est comme capitale, mais il rappelle son soutien à cette solution. Il dit également qu'il est conscient que cette solution paraît lointaine, que le peuple palestinien est blessé, que le peuple palestinien est frustré, mais les 2 hommes ont tenu à rappeler que c'était cette solution qu'ils soutenaient, même si Mahmoud Abbas dit que c'est sans doute la dernière chance d'y arriver. Mahmoud Abbas qui par ailleurs a demandé à Joe Biden des pas concrets, par exemple le retrait de l'Organisation de libération de la Palestine des organisations terroristes, mais surtout, et c'est très important pour les Palestiniens, l'ouverture d'un consulat américain à Jérusalem-Est. C'était une promesse de Joe Biden. Pour l'instant, elle n'est pas tenue. Les Israéliens s'y opposent fortement. Le président américain et le président palestinien ont également parlé de la journaliste palestinienne et américaine Shirin Abu Akleh. D'ailleurs, dans la salle, les journalistes palestiniens portaient tous un t-shirt à l'effigie de la journaliste. Ils avaient également laissé une chaise vide avec son portrait. Le président américain a dit que sa mort était une immense perte, mais il n'a pas mentionné Israël ou la responsabilité israélienne dans sa mort. C'est ce que les Palestiniens lui reprochent. Un rapport de l'ONU notamment établit la responsabilité israélienne dans la mort de Shirin Abu Akleh lors d'une opération israélienne
à Jenin. À noter aussi que Joe Biden a, devant Mahmoud Abbas, demandé à l'autorité palestinienne, elle aussi, de travailler sur elle-même, quelque part, d'être plus transparente, de faire en sorte qu'il y ait moins de corruption. Donc Joe Biden sait qu'il n'est pas en mesure de relancer un quelconque processus de paix. Il n'y a pas pour l'instant de dynamique possible. Alors il a insisté sur ses différences avec Donald Trump et sur les aides économiques qu'il pouvait apporter pour l'instant au peuple palestinien. La paix économique, c'est ça, l'approche américaine, mais ce qui ne donne pas évidemment un horizon politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous. Au revoir.